Bonjour à tous, ici Egon et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre très surprenant du 1082 de One Piece. Oui, je sais, on a là un chapitre sans un seul ou mention d'un combat. Et ça fait plusieurs chapitres maintenant qu'on n'en avait pas eu un. Mais ne vous y trompez pas, il est rempli d'informations très importantes et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Ainsi, si vous aimez et trouvez intéressante cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous savez quoi faire. Un petit abonnement qui ne va rien vous coûter mais qui m'aiderait beaucoup. Et aussi n'oubliez pas de maximiser les pouces bleus ou les likes qui augmenteront beaucoup la visibilité de la chaîne. Ce chapitre commence avec une annonce très choquante même si on s'y attendait un peu tôt ou tard. Une annonce sur la mort du vice-amiral de la marine T-Bonne, assassiné par un civil, pas n'importe lequel, un opprimé de la société qui n'a même pas assez pour se nourrir, à plus forte raison nourrir sa propre famille. Cette scène est très importante car on se rend compte à quel point l'auteur nous montre l'inégalité sociale de One Piece où les plus forts gouvernent et oppriment les plus faibles et malchanceux. Et là, ce meurtre n'est pas à prendre à la légère car il est le premier d'une longue liste qui risque de se propager dans le monde entier. Mais aussi, on ne peut écarter l'éventualité que T-Bonne, dans sa grande bonté dont nous pouvons témoigner, s'est sacrifié en se laissant tuer pour que cette famille puisse se nourrir et éviter de mourir de faim. Ou encore, il aurait très bien pu dissimuler sa propre mort, toujours dans cette même optique, car nous savons que l'auteur ne tue pas souvent ses personnages, encore moins s'il s'agit d'un mec bien de la marine et adulé par beaucoup de civils. On a là un Sengoku qui se plaint beaucoup et explique que les civils qu'ils ont juré de protéger les poignardent dans le dos et qu'ils doivent désormais rester sur leur garde à chaque instant lorsqu'ils seront à proximité d'eux. Cependant, n'est-il pas égoïste et hypocrite de penser cela car la marine est le bras armé du gouvernement mondial contrôlé par les dragons célestes et qui n'offrent leur protection qu'aux pays pouvant y accéder grâce aux tribus célestes. Et même dans ce cas, on sait très bien, et la marine aussi, que ces mêmes dragons célestes oppriment le peuple et soumettent en esclavage certains. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas payer ce tribut céleste pour leur protection? Et oui, ils sont abandonnés à leur propre sort sans aucune protection de la marine. Et c'est donc à travers les paroles du vice-amiral Tsuru qu'on apprend que le village d'où prévenait l'assassin de T-Bonne est le royaume des Pépés, où plus d'un millier de personnes meurent de faim chaque année, de par leur pauvreté excessive. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces gens-là agissent de la sorte, car n'ayant pas d'autre choix que de tout faire pour survivre, quitte à tuer pour cela. Car pauvreté ou richesse, chaque personne s'adapte à sa situation. Et n'oublions pas aussi qu'il existe des chasseurs de primes qui n'ont pour métier que la chasse à l'homme, tout en octroyant leur service aux plus offrants. Ainsi, sur l'île de Kalebali dans le Nouveau Monde, siège de la Cross Guild et de l'empereur Baggy le Clown, un accueil de plus chaleureux est offert à la star du jour, qui est désormais un ennemi de la marine. Il confirme que la Cross Guild tient bel et bien sa parole concernant la remise des primes, ce qui favorisera grandement leur réputation et leur apportera beaucoup plus de clients. Mais là, il faut retenir que la Cross Guild est vraiment l'instance la plus populaire et organisée derrière le gouvernement et sans compter aussi les révolutionnaires. Car même s'ils n'ont pas la puissance écrasante des empires des Yonko, comme Shanks le Roux, Luffy au chapeau de paille et Barbe Noire, ils ont fait un coup de génie en octroyant des primes sur la tête des marines et à partir de là, plusieurs avantages vont en découler. Tout d'abord, ils n'ont pas besoin de se déplacer en personne pour faire le sale boulot car des personnes avides d'argent le feront pour eux. Et parmi ces mêmes personnes, plusieurs qui deviendront des ennemis du gouvernement et de la marine se verront obligés de rejoindre l'organisation de la Cross Guild pour bénéficier de la protection de cette dernière et de l'empereur à sa tête. Ce qui ne ferait que grossir les rangs de la Cross Guild. Et secondo, la Cross Guild bénéficiera d'un avantage, celui de faire ami avec les pirates et les chasseurs de primes. De ce fait, elle sera un refuge pour n'importe quel pirate voulant faire partie d'un équipage de Yonko tout en amassant des revenus grâce à l'organisation de la Cross Guild. Elle sera ouverte à tous car une réputation est la manière la plus facile de recruter des hommes puissants, comme on le voit bien avec les faux Mugiwara qui allaient recruter des puissants et dangereux pirates avec uniquement une réputation qui ne leur appartenait même pas. Alors je vous laisse imaginer l'immense liste des futurs membres de la nouvelle et future puissante organisation qu'est la Cross Guild. Revenons dans le chapitre et après qu'on ait vu les navires des Yonko, Shanks le Roux, Luffy au chapeau de paille et Marshall D. Teach, Barbe Noire,
c'est au tour de celui de Bagui le clown, un navire grand et digne d'un empereur. Fortune, gloire et pouvoir. Ces expressions ont d'innombrables sens cachés, dont l'une d'entre elles est la suivante. Donc, il faut remarquer qu'on a là un homme représentant la fortune de la Cross Guild qui est Sir Crocodile, un autre à la gloire sûrement éternelle qui est Bagui le clown, et pour finir, le dernier représentant le pouvoir qui est Mihawk œil de faucon, du fait qu'il est le plus puissant membre de la Cross Guild de notre point de vue bien sûr, car pour le monde de One Piece, Bagui est le plus puissant. Ainsi, comme le dit Crocodile, leur organisation ne fait qu'accroître et ils peuvent désormais, pourquoi pas, représenter ces trois initiales à eux trois. Cependant, cela ne suffit pas car pour être roi des pirates, seul un homme devrait détenir ces trois statuts afin de découvrir le One Piece et devenir le deuxième unique roi des pirates à ce jour. Une chose qui est à la portée d'un seul homme que tout pirate ayant un jour pris la mer dans ce but espère devenir. Ainsi, puisque plusieurs ont échoué dans cette course, ils n'ont eu d'autre choix que de changer de rêve pour d'autres ou ne tout simplement plus en avoir pour quelques rares personnes. Le premier cas est celui de Crocodile, l'autre pour Mihawk. Et c'est ainsi que Crocodile inspire désormais à la création d'un gigantesque et puissant pays à l'abri du gouvernement. Un pays dont il pourrait y gouverner de l'ombre avec Mihawk qui en aurait besoin pour être tranquille. Ce qui rappelle à moitié une certaine personne jusqu'à présent de l'ombre tout en gouvernant une grande partie du monde. Et tout cela si on en croit les réactions de Mihawk et Crocodile sur les dernières paroles de Bagui. Cependant, une exception a toujours existé et c'est Bagui, lui qui a voyagé pendant toute son enfance dans l'équipage du premier roi des pirates, n'a toujours eu qu'un seul plus grand rêve, celui de devenir le suivant roi des pirates en partant là où il n'a pu s'y rendre à cause des circonstances de sa maladie il y a de cela des années avec son défunt capitaine. Mais hélas, depuis leur jeune âge, Bagui savait qu'il n'était pas à la hauteur devant tout le potentiel de Shanks et a donc laissé tomber son rêve tout en ne l'oubliant pas pour autant. Cependant, par chance ou par hasard, Bagui et Shanks le Roux sont désormais tous deux des empereurs et les deux bénéficient des mêmes avantages, mais hors combat bien sûr. Et de ce fait, Bagui s'est rendu compte qu'il pouvait désormais prétendre à ce titre de roi des pirates, car seuls les empereurs pouvaient y prétendre jusqu'à ce jour. Et comme l'explique Bagui, c'est devenu une chasse au trésor entre 4 pirates et il existe d'autres manières de la gagner sans combattre les plus puissants. Chose très dure, mais possible, car une seule chance suffit pour garder l'espoir. Et donc, désormais, l'empereur Bagui le clown se lance donc officiellement dans la chasse au One Piece d'une manière bouillonnante qui donnera de la force et du courage à toute son organisation. Pour clôturer cette partie sur la Cross Guild, il faut noter qu'elle est vraiment une organisation très dangereuse pour le gouvernement et la marine et qui pourrait s'accroître encore plus des ennemis des dragons célestes de la marine et du gouvernement jusqu'à devenir le pays le plus puissant du monde n'appartenant pas au gouvernement, ce qui justifie grandement les primes sur la tête de ses créateurs. Sans oublier aussi qu'elle pourrait très bien s'agrandir de quelques ex-Shichibukai dont Gecko Moria qui s'est échappé de la ruche grâce à Perona et Kobe, mais aussi ceux qui sont emprisonnés à Impel Down, dont notre très cher ami Don Quichotte de Flamingo qui pourrait très bien s'échapper dans les prochains chapitres et par sa propre manière. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur prépare des gros scénarios pour la Cross Guild qui risquent de nous surprendre jusqu'à la fin. Du côté de l'armée révolutionnaire, j'ai plusieurs remarques et on commence par l'arrivée de Sabo, dont par ailleurs nous n'en avions pas douté un seul instant. Et surtout qu'il avait déjà informé Dragon et donc Ivankov aussi, grâce au code à 3 temps qui sert à faire passer des messages sans être écouté par l'ennemi. C'est donc une manière pour lui de signaler qu'il est vivant. Et encore, ça ne vous a sûrement pas échappé qu'apparemment tous les gros bonnets de l'armée révolutionnaire sont rassemblés au royaume de Kiletrav, en passant des vice-commandants jusqu'au chef suprême de cette armée. Et pour comprendre cela, il faut retourner un peu en arrière au chapitre 1067 à la page 18 lorsque Dragon et Ivankov disaient à Kuma que leur révolution allait vraiment débuter cette fois-ci pour de vrai. Ainsi, c'est bel et bien le cas est opté. La révolution suprême est en marche et Monkey D. Dragon va bientôt passer à l'attaque ou l'a peut-être déjà fait. Et par ailleurs, il faut préciser que la main robotique de la vice-commandante Ahiru fait vraiment penser que c'est une œuvre du Dr Vegapunk. Car de tout le manga, les seuls qui nous ont été présentés comme pouvant créer des machines pareilles, même s'il peut y en avoir d'autres, sont le Dr Vegapunk, Vince McJoys, Queen l'incendie,
et Frankie. J'aurais pu dire César, mais je pense que lui c'est plus la génétique son domaine. Donc ça confirme encore plus le doute que le Dr Vegapunk travaille bel et bien avec les révolutionnaires depuis des années sûrement, et qu'il devrait probablement aussi être présent lors du rassemblement au royaume de Kedetrav qui est leur actuel QG. Si on en croit son envie de quitter Egghead pour une autre île, dans le même chapitre où Dragon annonce que la vraie révolution allait débuter. Coïncidence ou pas, seul l'avenir nous le dira. Parlons maintenant des nouvelles que Sabo apporte de la terre sainte de Marie-Joise, car il a vu l'interdit, l'impensable même, la figure au sommet du monde qu'est Im. Et cela devrait nous faire penser à deux seules probabilités. Soit qu'ils vont devoir retarder leur programme d'attaque au vu des nouvelles informations que Sabo apporte, ou bien le cas inverse, celui de tout accélérer au vu de la menace que représente Im et l'arme titanesque qui a détruit l'Elysia. C'est désormais le moment de parler puissance et de quelques explications, car oui c'est bizarre, deux puissants amiraux de la marine contre Sabo et trois révolutionnaires beaucoup moins forts que Sabo, et on a un Sabo qui s'en sort avec deux petits bandages au visage, alors que Fujitora a fini avec un bandage beaucoup plus grand à la tête plus un petit au visage. Mais aussi comme Aramaki n'a pas été montré, on ne sait pas s'il en avait aussi ou pas. Dans tous les cas, via son fruit et la régénération qu'il apporte, il n'en aurait pas besoin pour beaucoup de temps. Les détails comptent car si les amiraux étaient égaux aux Yonko, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Et encore une fois, si on prenait Big Mom et Kaido, ou Luffy et Shanks par exemple, est-ce que Sabo aurait fini dans le même état? Et est-ce que les autres révolutionnaires se seront vraiment enfuis? La réponse est non, car même sans se donner à fond, ils auraient maîtrisé. Et pour s'écarter l'excuse disant que les amiraux ne pouvaient pas exploiter à 100% le pouvoir de leur fruit du démon sur la terre sainte Marie-Joise, il faut savoir que le Haki aussi existe. Et s'ils avaient presque le niveau que les Yonko et leur Haki avec, ça aurait largement suffi. Et pour cela, voilà des exemples. De 1, Kaido a battu Luffy en un seul coup avec que du Haki sans pour autant faire des dégâts à l'environnement. Et on parle bien là du Luffy qui a battu Katakuri et confirmé quasiment le même niveau que ce dernier. Et de 2, on a Shanks le Roux qui bat à son tour Captain Kid et Killer en même temps, et je précise en même temps, un Captain Kid qui avoisine le niveau d'un premier commandant plus son second Killer qui a battu à son tour un Tobiropo. Et tout ça encore avec que du Haki sans pour autant faire des dégâts à l'environnement. Alors l'excuse de l'environnement qui leur était défavorable n'est valable que lorsqu'on a un combat presque ou équilibré de deux côtés. Un équilibre qui serait inexistant si les révolutionnaires avaient des niveaux empereurs en face d'eux, car le combat se serait terminé aussitôt. C'est ainsi que si les amiraux ne possèdent pas un Haki comparable à celui d'un empereur qui a mangé un fruit du démon, c'est qu'ils en sont très loin de ce niveau. Donc, ils en sont quasiment à un peu plus ou un peu moins au niveau d'un premier commandant des empereurs des mers qui nous ont été présentés quasiment au même niveau, même si on pourrait faire un petit classement. Sana.